Bonjour et bienvenue sur France 3 Limousin. 8 500 € par an, c'est le revenu moyen d'un agriculteur en 2008. Alors un métier qui est en crise et pourtant il y a toujours des jeunes qui s'installent ou qui veulent s'installer. Alors pourquoi un tel choix? Quelles sont leurs contraintes, leurs motivations? C'est ce que nous allons voir tout au long de cette émission avec Alexandra, 6 invités agriculteurs et non agriculteurs. Et oui Olivier, et avant d'entendre les motivations de chacun ainsi que leur point de vue sur cette profession d'agriculteur en 2010, voyez ce portrait d'eux en images. On regarde. Éric Bélingard, 28 ans, originaire de Saint-Thirier-la-Perche en Haute-Vienne, agriculteur depuis 4 ans, après avoir été technicien agricole pendant 2 ans, petit-fils d'agriculteur. Philippe Monnery, 34 ans, Limougeot, graphiste dans une agence de communication. Il n'a aucun lien avec le monde agricole. Clotilde Velle, 25 ans, originaire d'Angers, apprentie bouchère dans un magasin géré par des agriculteurs. Elle a suivi une formation qualifiante pour s'installer dans une exploitation. Martin Decauer, 21 ans, originaire de l'Indre, étudiant en BTS production animale au lycée des Vazés. Son père est éleveur avec son frère, son grand-père était céréalier en Picardie. Antoine Audibert, 27 ans, a créé en août 2009 son entreprise de conseil spécialisée dans le développement durable, n'a pas de lien direct avec le monde agricole. Alors Antoine Rateau, vous êtes notre 6e invité, 22 ans, élève ingénieur à l'ENSIL, avec une spécialité pour l'eau et l'environnement. Éric Bélingard, pourquoi avoir décidé de reprendre la succession de votre grand-père alors que votre père n'est pas agriculteur? Je crois que tout d'abord, je vous répondrai en vous disant que c'est une passion que je nourris depuis mon enfance, puisque j'ai grandi, on va dire, en zone périurbaine, au Palais-sur-Vienne. Mais je passais tous mes week-ends ainsi que mes vacances à la campagne chez mes grands-parents qui étaient éleveurs jusqu'en 88. Donc j'ai quand même connu un peu la vie de la ferme, du moins ça m'a marqué dans mon enfance. Et puis la passion des animaux, quoi. C'est l'élevage, d'avoir des bêtes, les élever, ça m'a toujours attiré. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce métier. Vous n'avez jamais imaginé faire une autre profession en dehors des terres agricoles? Je me suis beaucoup posé la question aussi au cours de mes études, puisque bon, avant de se lancer dans une aventure comme celle-ci, il faut quand même essayer de tout rationaliser, bien raisonner. Mais j'ai toujours eu l'idée d'être paysan, quoi, vraiment. Votre père, lui, a choisi de devenir journaliste, une toute autre carrière. Comment a-t-il réagi quand il a su que vous vouliez devenir agriculteur? Bon, très bien. Peut-être que tout à fait au début, il y a eu une petite inquiétude vis-à-vis de ce métier, donc qu'il y a quand même des inconvénients, la conjoncture n'est pas toujours bonne. Mais quand il a vu que j'étais motivé et puis je pense préparé à ce style de vie, il a très bien réagi, il m'a tout à fait encouragé. Oui. Oui, oui. Alors qu'en pense votre grand-père? On est allé lui poser la question. Il est à la retraite depuis 1988 et vous avez donc récemment repris les terres familiales. On l'écoute. On n'a pas été tellement surpris, on était bien contents. Parce que c'était continuer le métier qu'on a fait, qu'on a aimé, parce que ça a été le métier de toute ma vie. Voilà. Vous l'avez encouragé ou pas à faire ce métier? Je n'ai pas eu besoin d'encourager parce que il a eu des peines à s'installer, il a été obligé de chercher du travail avant de pouvoir s'installer. Pour certaines, la propriété était occupée par un fermier et il a fallu qu'il s'installe à côté. Et maintenant, il est installé sur vos anciennes terres. Maintenant, il a repris la ferme sur laquelle j'ai gagné ma vie. Alors, ça ne me déplaît pas ce qu'il fait, quoi. Je vois qu'il est pas trop mal parti et que maintenant, la situation agricole ne sont pas bien fameuses. Alors, il faut de la volonté, et du courage, surtout aux jeunes, pour affronter ce métier. Justement, à aucun moment vous lui avez dit attention, tu fais peut-être une erreur. Jamais. Jamais. Il ne faut jamais décourager un jeune, à mon avis. Alors votre grand-père, il vous a aidé dans votre installation, il vous aide toujours, il vous donne des conseils? Ah oui, beaucoup. Mais avant tout, pour finir de répondre à la question précédente, le fait de faire le travail de mon grand-père et puis qu'il puisse le voir, le constater, et puis bon, on le voit dans le sujet, et apprécier, c'est déjà beaucoup. Je suis déjà très satisfait de ça.
Et donc oui, mon grand-père m'a beaucoup aidé par ses conseils, par le travail, à plein de niveaux différents. Il continue encore aujourd'hui, donc c'est vraiment une chance, ça c'est sûr. Il surveille vos bêtes. Voilà, il surveille mes bêtes, il en nourrit quelques-unes encore. Et puis des fois, je lui pose des questions. Et bon, voilà, on discute. Et souvent, c'est bénéfique pour moi, ça c'est certain. Et puis quelque part, c'est peut-être une fierté de voir le petit-fils qui reprend le travail de toute une vie, non? Bon, je pense, oui, puis c'est une fierté pour le petit-fils de reprendre le travail de son grand-père aussi. Vous, Antoine Rateau, vous n'avez pas du tout fait le même choix qu'Éric Bélingard. Votre grand-père était agriculteur. Vous avez décidé de faire des études d'ingénieur. Pourquoi ce choix? Vous n'étiez pas du tout passionné? Donc oui, mon grand-père était agriculteur à Bussière en Corrèze, à côté de Seillac. Et bien sûr que j'ai toujours aimé ce métier d'agriculteur parce que comme Éric, quand j'étais enfant, je suivais mon grand-père, j'étais avec lui. Et à la fin de ma troisième, donc au collège, quand il a fallu s'orienter, j'ai préféré faire un lycée généraliste plutôt qu'un lycée agricole. Mais ce choix a été aussi assez difficile. J'en ai parlé avec ma famille, avec du monde extérieur. Et en pesant les pour, les contre, et les avantages et les inconvénients. Et qu'est-ce qui a fait la différence? Le niveau de vie, les contraintes de travail? Donc c'est un peu le niveau de vie, parce que c'est vrai que c'est une vie assez spéciale quand même. On n'a pas de vacances comme on veut. Il faut être là 365 jours sur 365. Quand on est malade, il faut quand même aller soigner les bêtes, s'occuper d'elles. Et tous ces inconvénients ont fait que j'ai choisi une voie plutôt généraliste, mais tout en restant aussi proche du métier d'agriculteur, parce que j'ai choisi donc des études d'ingénieur en eau et environnement. Et les agriculteurs ont toujours aussi des problèmes avec l'eau et l'environnement, comme tout le monde peut s'en douter, avec les pesticides, les produits fertilisants, tous les fertilisants. Donc la passion n'est pas loin. Tout comme pour vous, Clotilde, puisqu'on vient de le voir, vous avez fait des études agricoles. Finalement, vous n'avez pas donné suite, vous êtes quelque peu réorientée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai que moi, n'étant pas du milieu agricole, j'ai fait des études. Bon, j'ai appris le métier, mais bon, la formation est une chose. Après, au quotidien, c'est vrai que c'est un métier qui est très... stressant, je pense, à vivre 365 jours par an pour se lever le matin, nourrir les animaux, donc c'est motivant. Mais bon, c'est vrai que j'ai voulu faire de la vente directe, donc j'ai appris le métier de boucherie qui me plaît énormément aujourd'hui, donc je pense que j'ai trouvé ma place dans ce métier, et tout en pouvant rendre service à l'agriculture aujourd'hui. Martin de Coer, vous êtes petit-fils d'agriculteur, fils d'agriculteur, vous êtes en lycée agricole. C'était logique que vous vous installiez, que vous poursuiviez dans ces études-là? Je dirais pas ça logique, parce que chacun a le droit de choisir et de changer de filière. Mais étant passé toute mon enfance dans l'exploitation de mon père, à travailler avec mon frère et mon père, ça m'a permis aussi d'engendrer une passion qui s'est agrandie tous les jours et de se lancer après dans mes études et d'avoir envie d'en faire mon métier. Ok, alors quel est le quotidien d'un agriculteur? Eh bien, on vous a suivi, Éric, tout au long d'une journée. On regarde, on en parle après. Donc à cette saison, je vais commencer mon travail entre au plus tôt 7h, 7h30 quoi, à peu près. Et donc la matinée est occupée en grande partie par le travail prioritaire, nourrir les bêtes, les pailler, s'assurer qu'elles aient à boire. Donc avec le gel, c'était pas toujours évident cet hiver. Et donc c'est l'essentiel de ma matinée, c'est ça. L'hiver, quand les journées sont trop mauvaises, trop pluvieuses, étant donné que l'aspect administratif est quand même relativement important sur l'exploitation, j'y consacre du temps. Sinon, les chantiers hivernaux, ça va être faire des piquets pour préparer les clôtures et commencer à préparer la mise à l'herbe. Alors au printemps, tout d'abord, c'est un peu le gros soulagement. Là, les premiers jours, on met les vaches dehors. Bien sûr, on a beaucoup moins de travail dans les bâtiments puisqu'elles se nourrissent de l'herbe qui pousse. Même si on a de la surveillance, il faut faire le tour des prés. Dans un premier temps, il y a une petite période très agréable pour ça. C'est contraignant.
Mais trop, non. On le sait quand on s'installe. Celui qui veut des bêtes, il sait qu'il sera astreint à ça. Donc oui, c'est contraignant lorsqu'on veut partir même une journée en famille ou se promener, se balader. S'il y a une vache qui doit véler, ben non, on part pas, on reste là. Et puis il faut qu'on soit revenu le soir pour soigner les bêtes, etc. Donc par définition, c'est contraignant, mais c'est une contrainte qu'on accepte au départ, quoi. Celui qui n'aime pas les bêtes, il peut pas faire ce métier-là. Donc la passion, la patience, je ne l'avais pas tout à fait au début, et puis on l'apprend aussi. Et le sens de l'observation, beaucoup avec les animaux. Avec les animaux, c'est très important le sens de l'observation. Éric Bellingar, les contraintes, on vient de les voir. Est-ce que ça permet d'avoir une vie classique comme quelqu'un qui habiterait en ville et qui aurait un métier normal? Au maximum, on va essayer, mais enfin, c'est quand même très différent. Et puis, le tout, c'est que ces contraintes, bien sûr, on les connaît, on les accepte. Et bon, elles sont là, on les assume aussi. Mais à côté de ça, oui, j'essaie d'avoir une vie la plus normale possible, bien sûr, bien entendu. Il y a des sorties, il y a des vacances. Oui, tout à fait. Alors les vacances, bon, c'est un objectif de pouvoir, dans une année, peut-être partir 8 jours ou un week-end. Mais d'ores et déjà, avec l'entraide avec mes voisins, avec le cédant à qui j'ai repris la ferme, j'arrive à débloquer quelques jours, 4 journées l'année dernière, mais c'était déjà pas mal, c'était très bien. Quand vous dites que c'est difficile, c'est d'un point de vue financier ou simplement de se libérer, de trouver quelqu'un qui veut bien remplacer et à qui on peut faire confiance? Ah oui, donc pour partir, si on doit prendre un salarié, mettons, il y a l'aspect financier, c'est sûr, mais enfin, c'est difficile parce qu'on ne veut pas laisser trop de travail à celui qui nous remplacera, si c'est un voisin, pas de chantier lourd, pas de soucis, quoi, et puis on n'est jamais trop tranquille. Mais il y a peut-être une solution, c'est partir le plus loin possible. Ça, on ne se pose pas la question. Martin, 4 jours de vacances par année, vous y allez toujours? En tant qu'étudiant, c'est pas difficile. Ouais. Non, mais là, Après, il faut essayer d'y travailler. Voilà, il faut s'organiser, il faut s'entraider. Il y a des coopératives qui permettent, par le service de remplacement, d'emmener un salarié dans l'exploitation qui permettent de faire le travail. Mais c'est du travail qu'on essaye quand même que ce ne soit pas trop contraignant. Et vous, Antoine, par exemple, vous allez être ingénieur, vous aurez assez logiquement 5 semaines de vacances par an, 4 jours, ça vous parle? C'est peu, mais c'est vrai que ça dépend aussi de chaque personnalité. Bien sûr que l'agriculteur, c'est vrai qu'avec la passion du métier et puis être chez soi, les vacances ne sont peut-être pas forcément quelque chose de si dur à avoir et puis de si compliqué à mettre en place. Éric Bellingar, que vous disent vos amis qui ne sont pas forcément agriculteurs de votre choix? Ils trouvent ça normal, pas normal? Qu'est-ce que vous dites? Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, donc il n'y a pas eu de surprise. C'est vrai que dès qu'on est sur ces sujets-là, de pouvoir partir en vacances, c'est pas que ça attise la curiosité, mais c'est vrai l'étonnement souvent. Mais à côté de ça, il y a des avantages à être agriculteur et en termes d'organisation du temps aussi. Je ne peux pas partir en vacances pendant 15 jours, même pendant 8 jours, mais enfin, en dehors des gros coûts, on va dire, de tabac pour le travail, les journées, je les aménage aussi un peu comme je veux, entre travail, temps libre, puis on vit au rythme des saisons, de nos animaux, et ça, c'est vraiment très très bien ça. Clotilde, on parle beaucoup avec ces messieurs, on parle beaucoup du quotidien, de la pénibilité des agriculteurs. Mais vous êtes compagne d'un agriculteur. Alors, comment c'est la vie au quotidien quand on est avec un éleveur de moutons? Oui, donc c'est déjà une passion. Donc c'est vrai que n'importe quelle passion, que ce soit des animaux ou autres, encore plus compréhensible quand c'est des animaux, et on s'adapte. Après, il y a des périodes où c'est beaucoup plus calme, où on peut se permettre de laisser l'exploitation à quelqu'un qui est capable d'observer les animaux, les surveiller pendant quelques jours. Et c'est pas un problème de partir de 3 jours, même une semaine, sur des périodes plus calmes. Et votre ami, il participe à la vie familiale, aux tâches ménagères, il a le temps? Oui, il le trouve, parce que de toute façon, aujourd'hui, dans n'importe quel métier, c'est la société d'aujourd'hui qui est comme ça, quoi. Donc, oui, c'est possible pour un agriculteur d'aider aux tâches ménagères, comme dans tout autre métier. Vous, Éric Bellingar, vous l'avez dit, vous arrivez à prendre des vacances en ce qui concerne la vie de famille, puisque vous avez une amie aussi qui ne fait pas du tout ce métier. C'est facile de gérer votre emploi du temps et le sien?
C'est sûrement pour les conjoints ou conjointes d'exploitants que c'est le plus difficile, tous ces aspects-là. Mais bon, oui, on y arrive. Les tâches ménagères, on n'en fait sûrement jamais assez, mais on s'y emploie quand même. Et puis, non, si, la difficulté, ça va être que c'est l'absence de mobilité, mais au sens, pas au sens des vacances, au sens toute l'année. Au quotidien. Voilà, au quotidien. Et on est quand même dans des zones rurales, parfois un peu défavorisées économiquement ou en termes d'emploi. Et donc le conjoint ou la conjointe d'un exploitant, il faut qu'elle accepte aussi ça, qu'au niveau de sa profession, mais ce sera peut-être plus délicat, quoi. Nous, on va au bout de notre rêve quand on s'installe, et c'est encore une difficulté supplémentaire pour elle à passer, quoi. Il faut que ce soit une personne du milieu agricole ou pas forcément, ou au contraire? En termes de conjoint ou conjointe, je crois qu'il ne faut pas avoir trop de critères professionnels lorsqu'on choisit. Et pour ce qui est de mon cas, elle n'est pas du tout du milieu agricole et ça se passe très bien. Elle a réussi à s'habituer aux contraintes et à la vie. Il faudrait lui poser la question, mais je crois que oui. Je crois que oui. Vous, Clotilde, justement, en étant compagne, on se dit peut-être un commercial, il n'est jamais à la maison. Finalement, il est plus à la maison, votre ami? Pas du tout. Pas du tout. Mais bon, après, c'est vrai que moi, je me dis, j'ai fait la formation agricole. J'ai aujourd'hui les avantages du métier, c'est-à-dire vivre sur une exploitation, me lever le matin, voir les animaux autour de moi, pouvoir aider de temps en temps. Et vivre ce métier aussi, mais avec les avantages, bon, certains inconvénients aussi, mais il faut comprendre cette passion, quoi. Oui. Voilà. Antoine Rateau, votre grand-père donc, était agriculteur, vous y alliez le voir. Qu'est-ce que vous pensiez justement de son rythme de travail, de sa vie en fait? Oui, j'allais le voir et puis c'est surtout que c'est un peu mes grands-parents qui m'ont élevé quand mes parents allaient au travail, donc le soir, les vacances. Et c'était déjà aussi quelque chose qui m'intéressait, donc c'était pas une contrainte que d'aller avec lui. Donc ce qui a fait que j'étais Déjà un peu dans le bain, tout ça? Un peu dans le bain, voilà. Ça m'a permis de voir un peu les contraintes qu'il y avait à ce métier. Et puis c'est pareil, donc ça fait quelques années qu'il a arrêté. Il a arrêté en 1994. Donc le métier a beaucoup évolué en 15 ans. Et je ne peux pas dire forcément que ces contraintes sont les mêmes aujourd'hui. Alors je vous propose d'écouter quelqu'un que vous connaissez, Eric, c'est Jean-Pierre Laroche. C'est lui qui vous a vendu son exploitation et qui a à peu près le même parcours que vous. On l'écoute. Je travaillais dans une imprimerie et l'imprimerie, on va dire, était de tradition dans la famille parce que mon père y a travaillé pendant 45 ans, donc moi j'avais pris le flambeau. Quand j'ai voulu m'installer, mes parents, qui n'étaient pas agriculteurs, mes beaux-parents qui eux étaient agriculteurs, ne m'avaient pas encouragé parce que pour eux c'était vraiment, on ne va pas dire la catastrophe, mais on quittait la ville de Saint-Thierry pour partir à 10 km, on se lançait dans une profession où mes parents n'avaient pas eu l'habitude et pour eux c'était vraiment pas un bon choix. Je me suis installé en 1982, je crois que je faisais comme Eric, j'avais quand même la passion des animaux, j'ai fait une aventure pour moi très très intéressante. Mon fils n'a pas voulu rester sur l'exploitation, peut-être qu'il a vu que ses parents avaient peut-être trop travaillé aussi, et c'est peut-être ça aussi, hein. Et puis il n'avait pas la passion et le goût de l'agriculture comme moi. Quand Eric est venu me trouver, tout de suite, je vais dire, je l'ai encouragé. Je l'ai encouragé pour plusieurs raisons, c'est que j'ai senti en lui quelqu'un qui avait la passion, quelqu'un qui voulait s'installer, et honnêtement, je me suis revu 30 ans en arrière. Et ce qu'on n'avait pas fait pour lui, pour essayer de transmettre nos valeurs de paysans, si on peut dire. Et je crois que j'ai fait le bon choix. Alors Eric, je sais que Jean-Pierre vous a beaucoup aidé au moment où vous vous êtes installé et il continue à venir vous rendre une petite visite. Ah, tout à fait. Jean-Pierre, c'est la rencontre professionnelle en ce qui me concerne parce que, et puis bien plus après, on a noué des liens amicaux parce que si j'ai pu m'installer donc sur sa propriété à l'époque, c'est parce que vraiment il avait la volonté d'installer un jeune. C'était quelque chose d'important pour lui. Lui-même n'était pas fils d'agriculteur, était installé hors cadre familial, donc c'était sa volonté. Et puis il a mis du sien pour que je puisse m'y installer vraiment. Et alors voilà, on est vraiment proche, donc il revient à loisir sur la ferme et pour m'aider, pour me conseiller
Voilà, c'est un peu le maillon aussi professionnellement entre mon grand-père et moi, quoi. Mon grand-père a connu une époque de travail avec un certain contexte, Jean-Pierre l'autre, et puis maintenant, voilà. Alors je le disais, hein, les salaires en agriculture ne sont pas très élevés. Est-ce qu'à un moment donné, ce n'est pas décourageant? Alors, parce que les salaires pendant l'activité, ce n'est pas élevé, mais alors la retraite, c'est pas non plus très élevé. Est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas envie d'arrêter, de faire autre chose pour mieux gagner votre vie? On ne peut pas faire ce travail pour vouloir gagner de l'argent, ça c'est la première chose. Donc le fait que les salaires soient bas, je ne dirais pas que c'est décourageant, par contre ça peut être inquiétant. Mais ce n'est pas vraiment le salaire, c'est les résultats de l'exploitation qui sont inquiétants. Puisque donc nous on est obligé de prévoir nos investissements, puis oui notre quotidien à un rythme assez, on va dire, moyen-long terme, ne serait-ce que parce que ben, voilà, les vaches elles mettent 9 mois à avoir un veau, qui va mettre 1 an à être engraissé, ainsi de suite. Et le contexte lui change beaucoup plus vite que ça. Donc c'est à ce niveau-là que ce n'est pas évident, si vous voulez. Les résultats d'exploitation, lorsqu'ils sont un peu en baisse, donc le salaire avec, on se dit, bon voilà, mais moi j'ai investi sur 20 ans ou plus, il faut que j'aille jusqu'au bout. Martin, 1100 € par mois, ça vous conviendrait pour débuter votre carrière? C'est pas une chose auquel j'ai réfléchi. Je pense pas que je ferai le métier d'agriculteur pour penser déjà à quel salaire je vais obtenir au début. C'est même pas dit qu'on soit capable de retirer un salaire dès le début. Malgré tout, vous devez le voir sur l'exploitation, ça doit être une préoccupation pour votre père ou votre grand-père. Est-ce qu'on va réussir à tirer des bénéfices? Une inquiétude qui va avec, j'imagine. À chaque fois, c'est pas. On réfléchit rarement quand on gère une exploitation, on réfléchit rarement à quel salaire on va finir par retenir. On gère comment l'exploitation va tourner et après on pourra gérer quel salaire on pourra retenir de tout ça. On va d'abord gérer la structure et on verra ensuite. Et vous pensez vivre tout de suite de votre activité, dès la sortie de l'école? Ah non. Non, je pense travailler déjà à l'extérieur pour voir un maximum de choses. Travailler soit en tant que technicien à la chambre, soit en tant que travailler au service de remplacement pour voir un maximum d'exploitation, pour voir un maximum de systèmes et moi me faire mon idée parce que l'exploitation n'est pas encore terminée totalement et que tout peut encore changer. Et vous, Clotilde, vous êtes encore étudiante, votre compagnon est éleveur. Les fins de mois sont difficiles? Oui, enfin, l'apprentissage, l'installation, etc. Après, c'est vrai que moi, je souhaite après être salarié pour aussi apporter un revenu et bon, faire vivre le ménage. Après, lui, de son côté, c'est pareil, il est plus réactif. Donc, de toute façon, nous, dans notre système d'exploitation, on ne pourra pas en vivre dans le contexte actuel. Donc ça amènera un petit revenu et puis un à côté, quoi. On parlait des disponibilités, mais est-ce que vous pouvez faire des extras si vous avez le temps? Des extras en vacances, financièrement, vous pouvez vous permettre d'aller de temps en temps? Oui, bah, c'est possible. Après, oui, il est salarié, moi aussi, donc bon, bah, après, ça dépend comme chacun comment on gère après son budget, mais oui, on aime bien partir, voir autre chose, on voyage. Antoine Rateau, quand vous entendez ces sommes, ces salaires, ça vous inspire quoi? C'est vrai que c'est très peu par rapport au temps consacré au travail à la ferme, tout, que ce soit s'occuper des bêtes, mais aussi entretenir, comme disait Eric, les clôtures. Et c'est vrai que le salaire d'ingénieur n'est pas le même. Et justement, cet aspect salarial, ça a compté dans votre choix ou non? Pas forcément, parce que c'est comme on dit tous les deux, c'est l'aspect salarial, c'est quelque chose qui vient après quand on fait agriculteur, je pense. C'est surtout la passion de ce métier, des vaches ou des animaux qu'on s'occupe, qui font qu'on choisit ça et pas le salaire. Antoine Clotilde, merci d'avoir participé à cette émission. Dans la préparation de cette émission, nous avons demandé à un de nos invités non agriculteurs d'aller se rendre dans l'exploitation d'Éric Bélingard. On regarde et on en parle après. C'est le risque pour vous. Est-ce que ça concerne que les céréaliers ou ça concerne aussi le... Là, on est dans la crise. J'ai de la viande qui part aux alentours de 3 €, un poil plus, mais aux alentours de 3 € le kilo, qui va arriver en moyenne, parce qu'il y a des bons morceaux dans les bêtes, il y a des morceaux nobles et des morceaux pot-au-feu, etc. En moyenne à 20 €. Donc voilà pour l'écart.
cette viande-là à 3 €, avec le niveau d'aide qu'on a aujourd'hui, il me faudrait que je la vende à 4,50 €. Voilà ce que je peux dire déjà dans un premier temps. Donc le truc de l'herbe, c'est que ça se passe comme ça. L'herbe pousse et elle a un stade où elle est optimum. C'est-à-dire qu'il y a une quantité suffisante sur la prairie et elle est suffisamment riche pour nos animaux. C'est un peu avant l'épision. Quand elles mettent l'épi, les graminées, on va passer à des stades où ça va un peu, l'herbe, entre guillemets, va durcir. C'est moins digestif pour les animaux, c'est moins bon. Donc l'enjeu, c'est de la récolter au bon moment. Donc voilà, là c'est l'hiver. Antoine Audebert, je vous représente. Vous êtes chef d'entreprise, vous avez créé une entreprise en août 2009. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, cette visite à la ferme? C'était la première fois que vous alliez dans une ferme ou pas? Non, ce n'est pas la première fois, mais ça m'a permis déjà, lors de la discussion, de confirmer qu'on avait mis en place un système qui permettait, enfin qui malheureusement permettait aux producteurs de vendre à un coût de revient moins cher que son coût de revient. Donc ça a été une demi-surprise, mais une confirmation un peu triste. Et puis ça a été de voir encore cette passion qu'on rencontre en général quand on visite un site agricole. C'est vrai de voir la passion de l'exploitant, de l'entrepreneur, et pour faire ce travail. Alors on ne va pas rentrer dans les coulisses, mais vous avez beaucoup discuté pendant ce tournage. Justement, cet échange, que vous en avez pensé, Eric? Ouais, très riche. Vraiment, c'était intéressant. Il y a des similitudes dans nos parcours, même si on est dans des domaines tout à fait différents. Peut-être par l'aspect un peu entrepreneur de nos métiers, quoi. Et puis, je pense qu'on s'est apporté mutuellement au cours de cet échange. Vous pourriez vivre la vie d'Eric? C'est un métier qui, comme le disait tout à l'heure, c'est un métier qui nécessite, je pense, une passion, vraiment d'avoir la fibre, et qui aussi est très lié à son environnement d'enfant, je pense. Et malheureusement, moi, j'ai pas vécu aussi près de ce secteur-là lors de mon enfance. En revanche, voilà, pour moi, c'est un des plus beaux métiers du monde avec le métier professoral, parce qu'il est vraiment au centre de la vie. Et c'est un métier qui me plairait, mais je pense que j'ai pas les aptitudes pour le faire bien. Voilà. Philippe Mondry, vous êtes graphiste. Est-ce que, voilà, pas de famille dans l'agriculture, est-ce que vous pourriez vivre la vie d'Eric? Effectivement, j'ai aucun lien avec ce domaine-là. Je me suis jamais vraiment posé la question, mais franchement, en me la posant là tout de suite, non, je pense pas. Pourquoi? Enfin, même, c'est sûr. Parce que c'est vraiment totalement différent et à l'opposé de ce qui me convient. Moi, effectivement, j'ai aussi un métier qui est une passion. Je comprends tout à fait ce phénomène de passion et qu'on a envie vraiment de l'assouvir et d'aller au bout. Mais voilà, c'est peut-être tous les clichés que j'en ai aussi, la pénibilité, peut-être l'omniprésence sur l'exploitation. Quelque part, moi, j'ai l'impression de manquer de liberté. Alors que voilà, moi, j'ai la chance d'avoir un travail aussi où j'ai beaucoup d'autonomie. Et donc beaucoup de liberté, mais voilà, peut-être que je le connais mal, je le connais certainement très très mal, ce métier, et voilà, avec les idées reçues que je peux en avoir, non. Vous le disiez justement, les idées reçues. Eric Bélingard, votre profession, elle a besoin de s'expliquer, d'être montrée pour être mieux comprise? En tout cas, je trouve que ces temps-ci, elle est sous les projecteurs. Alors est-ce que c'est un besoin, une demande de la société? Je ne sais pas, mais oui, peut-être qu'effectivement, au regard des années passées, peut-être que la société avait un peu coupé les liens avec ses racines, c'est-à-dire avec le monde paysan, quoi. Notre travail en premier lieu, c'est de nourrir la société. Donc ça, oui, il est peut-être important qu'on renoue ces liens. Et, vous en souffrez de ce décalage? Oui, d'être mal compris, parfois peut-être? Souffrir, le mot est trop fort, mais avec toutes les problématiques dont on parle aujourd'hui, environnementales notamment, l'agriculture et l'éleveur et l'agriculteur est souvent au centre de tout ça. Or, on gère un système, c'est très complexe. Et parfois, lorsqu'on peut avoir affaire à des interlocuteurs qui n'ont pas tous les tenants ni les aboutissants, et qui font des raccourcis un peu trop francs pour arriver à des conclusions, on peut être d'accord ou pas. Oui, c'est difficile, on aurait envie et besoin de s'exprimer. Enfin, j'ai l'occasion de le faire aujourd'hui, donc c'est très très bien. Alors, la profession agricole a bien évolué, tout comme l'enseignement agricole. Écoutez, à ce sujet, Alain Papé, il est professeur au lycée des Vazés, vous le connaissez bien, messieurs. Au lycée des Vazés, donc en Haute-Vienne, il enseigne depuis 1971. Principaux critères qu'on utilise. OK. Page 10, s'il vous plaît.
Largeur du dessus de l'épaule, largeur du dos. Les connaissances zootechniques sont toujours aussi indispensables. Les bases scientifiques à ce niveau-là, niveau Bac+2, sont bien évidemment nécessaires. Mais il y a d'autres disciplines qui sont apparues dans la formation. Je pense à la montée en puissance de la comptabilité et de la gestion. Je pense à l'anglais, je pense aux statistiques, je pense aux techniques de communication qui n'existaient pas, qui ne figuraient pas dans les programmes dans les années 70 et qui sont apparus dans les années 80. Il est important que nos jeunes, évidemment, sachent argumenter, sachent prendre la parole, sachent s'exprimer. Donc, il y a eu un élargissement vers plusieurs disciplines dans les programmes de formation. Martin, quand vous étiez petit, est-ce qu'on se moquait de vous du fait d'être agriculteur ou pas? Non, pas plus que ça. Mais c'est sûr que quand on est jeune, on évite on entend des choses sur le monde agricole, donc on évite aussi de répandre tout ça. Mais plus on grandit, plus on se rend compte que c'est quand même un beau métier et qu'on a envie de faire partager notre passion. Et ben, on peut justement maintenant de plus en plus dialoguer avec des gens complètement qui sont hors cadre agricole et discuter correctement. Alors vous êtes étudiant donc, au lycée des Vazés, vous êtes en BTS. C'est indispensable maintenant pour faire exercer ce métier, d'avoir un diplôme? Oui, c'est indispensable. C'est quand même un métier où on demande d'avoir des compétences et justement de s'enrichir un maximum de tout ça pour pouvoir s'adapter facilement à tout. En cas de problème, en cas de dysfonctionnement, de savoir s'adapter rapidement sans forcément avoir besoin d'aide de tout le monde. Puis on le voyait avec Éric Bélingard dans son portrait au début, on n'est plus seulement cultivateur, on est chef d'entreprise. Voilà, c'est une entreprise, c'est plus une petite ferme qu'on s'occupe, on s'occupe réellement d'une réelle entreprise qui va du début à la fin. Et à la sortie de l'école, on parlait des salaires tout à l'heure, à la sortie de l'école, vous êtes sûr de trouver du travail? J'ai la chance de faire un BTS qui soi-disant, est recherché en termes de technicien pour trouver du travail. Vous avez fait le même BTS d'ailleurs, tous les deux. Oui. Et justement, il est relativement facile, normalement, après le BTS production animale, de trouver du travail en tant que technicien, en tant que salarié, en tant que... Philippe Monnery, cette évolution de la profession qui devient de plus en plus technique, vous pensez qu'elle est perceptible aux yeux des citadins comme vous, comme moi? Moi, je pense qu'elle est mal perçue. Moi, je suis resté sur l'image de la ferme. Voilà, la ferme. En fait, je trouve que les mots ont changé, mais les mentalités, c'est plus la ferme, c'est l'exploitation agricole, c'est plus le paysan, c'est l'exploitant agricole. Enfin, si je me trompe, mais voilà. Mais je crois qu'il faut vraiment s'intéresser à ça ou visiter une exploitation pour se rendre compte que c'est effectivement quelque chose qui a franchement évolué. Mais moi je pense que oui, c'est pas aperçu à son juste niveau, quoi. Et vous Antoine, avant d'aller sur l'exploitation d'Éric Bélingard, vous aviez conscience de l'évolution de ce métier? Ben moi, j'ai quelques connaissances dans le milieu, donc effectivement, c'est vrai que c'est un métier qui est de plus en plus technique, et puis qui vous demande aussi une connaissance financière, de gestion. Donc, je pense qu'il y a eu une génération qui a eu du mal aussi à faire ce lien entre le passionnel qui a dû un petit peu se raisonner par rapport au secteur qui a changé économiquement. Et voilà, c'est vrai que c'est un secteur qui s'est transformé, et sur plein de plans, hein, financiers, environnementalement parlant, voilà. L'évolution, vous l'avez ressentie, alors même si vous êtes jeune, installé? Mais c'est vrai que quand on parle avec un peu les anciens, ils ne se posaient pas beaucoup la question. Hein, et fils de paysan, ils devenaient paysans. Bon, c'est peut-être moins simple que ça, mais enfin, l'idée est là. Dans mon cas, j'ai choisi d'aller vers ce métier, et puis c'est vraiment pas une exception, hein, on est de plus en plus nombreux. Alors l'évolution, oui, au regard de la France après-guerre jusqu'à les années 80-90, c'est incroyable l'évolution qu'il y a eu dans ce métier-là, mais ça évolue toujours. Mais vous savez, on a un métier, puis on est des gens dans ce milieu où on arrive à s'adapter. On a subi d'autres crises, la fameuse crise de la vache folle, et la société a demandé derrière beaucoup de garanties, etc. Je crois que la profession a relevé le défi. On a une grosse charge à ce sujet administratif à gérer, mais enfin bon, on le fait bien. Demain, ce sera sûrement d'autres enjeux. Et si on peut vivre de notre métier, si on peut installer des jeunes, si on est nombreux dans nos campagnes, eh bien,
oui, ça ira, on fera vivre nos régions et on relèvera tous ces défis. Alors, on a posé la question à votre grand-père, justement, sur le regard qu'il avait de l'évolution du métier d'agriculteur. Il a pris sa retraite en 1988. Regardez. Les dernières années, oui, on était proche de ce que c'est maintenant. Moi, quand j'ai pris ma retraite en 88, ça ressemblait mieux à maintenant que lorsque j'ai débuté. Parce que là, quand j'ai débuté, c'était manuel tout, c'était pas mécanisé, c'était... Alors maintenant, il y a le progrès qui a aidé. Et quand vous entendez certains maintenant qui disent « Ah, ça serait bien de revenir à une agriculture d'avant », qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est une erreur, parce que d'aller en arrière, c'est jamais bon. Antoine Audebert, en préparant cette émission, vous me disiez que ça serait pas mal d'avoir un changement de mode de consommation alimentaire. Alors d'ailleurs, il y avait une discussion, vous disiez qu'il faut moins manger de viande. Pourquoi, à votre avis? Alors, c'est pas ce que je prône. J'ai fait un raccourci. Un petit peu, c'est-à-dire qu'en tous les cas, c'est sous-jacent à beaucoup de ces thématiques liées au développement durable où on attribue un coût carbone à la viande de bœuf énorme et où l'on dit que c'est vrai qu'il faut beaucoup de pétrole, beaucoup de céréales pour pouvoir faire 1 kilo de viande et que fondamentalement, plus on va être, plus il va être difficile de garder nos modes de consommation au niveau des quantités que l'on peut manger. Et moi, j'ai pas de jugement fait par rapport à ça parce que je pense que, encore une fois, le coût carbone est un indicateur parmi beaucoup d'autres au niveau environnemental et je pense qu'il y a des aspects sociétaux beaucoup plus importants. Je pense au niveau de la préservation de la biodiversité, la préservation du patrimoine. Ils apportent beaucoup de choses. Et donc je voulais aborder ce point avec Eric pour essayer justement de donner la parole à un éleveur sur ce point, pour que lui puisse aussi donner son argumentaire et que le débat se fasse entre personnes raisonnées à l'écoute. Voilà. Alors Eric, justement, la réponse. Alors d'abord sur la viande, très rapidement. Ouais, un éleveur de viande est obligé de réagir, même si il paraîtrait certainement caricatural et si j'étais venu ici pour dire manger de la viande, c'est pas du tout le sujet. La seule chose que je veux dire, c'est encore une fois, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, nous on vit un peu au rythme des saisons, au rythme de nos animaux, un peu le même rythme qui fait pousser les arbres, hein, on travaille pour nos enfants et nos petits-enfants. Et c'est vrai que la société a des recommandations, elle, qui varie à une vitesse qui est celle de Facebook, d'Internet et de Twitter, quoi. Donc moi je me souviens quand j'étais petit, il fallait manger des lentilles et des épinards pour avoir du fer. Aujourd'hui il n'y a plus de fer dans les épinards, les lentilles ont du fer mais il paraît qu'il est peu assimilable. Et ce serait la viande rouge qui détiendrait le record de fer assimilable pour l'homme. Bref, tout ça pour vous dire que ces questions sont intéressantes mais que oui, l'éleveur, l'agriculteur est là pour nourrir avec ce qu'il peut. Dans nos régions on ne peut pas faire beaucoup d'autres choses que de l'élevage. Ça c'est un point important, ce n'est pas tout à fait interchangeable. On ne peut pas faire la céréale comme dans les régions céréalières. Voilà, ça c'est un point très important. Et puis, bon, c'est ce qu'on évoquait ensemble, l'éleveur et l'agriculteur est aussi là pour aménager le territoire et aussi pour maintenir un tissu, je veux dire, économique et social dans des régions qui, sans les élevages, seraient peut-être encore plus défavorisées par rapport à ça, quoi. Donc, notre vocation première, nourrir les autres, en sachant qu'on a un impact sur d'autres thèmes, donc l'aménagement du territoire. Par exemple, un impact qui peut être, je ne fais pas d'angélisme, qui peut être positif, je l'espère, mais des fois négatif, c'est à corriger, c'est certain. On a un travail à faire, nous aussi, à ce niveau-là. Philippe Monnery, votre avis là-dessus? Est-ce qu'on doit revenir à une consommation à l'ancienne? Qu'est-ce que c'est une consommation à l'ancienne? Je ne sais pas. Oui, je pense qu'effectivement, moi j'écoute, je bois les paroles d'Eric. Il parle de son métier vraiment avec beaucoup de passion, d'intérêt et de goût en plus. Non, moi je pense qu'effectivement... Vous, qu'est-ce que vous mangez? Vous mangez de la viande? Ah oui, si je ne mangeais pas de viande, je serais malheureux, quoi. Vous faites attention à la provenance vous regardez les étiquettes quand vous achetez quelque chose? De la viande, par exemple? La viande, pas seulement, mais oui, tout ce que j'achète en général, j'essaie de faire attention à la provenance, quoi. La viande en particulier, puisqu'effectivement on est sensibilisé dans nos régions, parce que c'est un des fers de lance du Limousin. Là. Oui, mais effectivement, je pense qu'on ne peut pas aller faire machine arrière, étant donné la masse de consommateurs qu'on peut être et le potentiel que peuvent développer les éleveurs, quoi. Effectivement, Eric, on fait de plus en plus attention, justement, vous en parlez, à ce qu'on mange. Alors, la vague du bio est arrivée ces dernières années, par exemple, comme beaucoup d'autres vagues. C'est des faux débats, tout ça? Ou c'est important de poser la problématique? Mais si vous me demandez, mon point de vue sur l'agriculture biologique, très clairement, si elle a un mérite, c'est de poser le débat sur donc une agriculture peut-être plus saine, moins productiviste,
Donc on peut parler de ces choses-là. Donc ça, c'est à mon avis vraiment à son crédit. Partant de là, je ne suis pas sûr que l'agriculture biologique, dite biologique d'ailleurs, hein, le terme on pourra en discuter, mais dite biologique, puisse nourrir toute la France et voire l'Europe et le monde. Et je crois qu'aujourd'hui, l'agriculture biologique est faite pour être aussi une niche commerciale. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est très bien pour les gens qui peuvent en vivre. Hein, vraiment, c'est une bonne chose. Mais enfin, si on regarde les habitudes de consommation, l'agriculture bio nourrit principalement, enfin, je vais caricaturer, mais Neuilly plus qu'Aubervilliers, quoi. Enfin, voilà, c'est ça. Donc, on se doit aussi de devoir amener la même qualité alimentaire à tous les Français, à tous les citoyens. Martin, je vous voyais acquiescer au discours d'Éric Bellinguer. Vous, alors, vous envisagez de faire du bio? Pas du tout? Non, pas du tout. Parce que y a des choses positives, il y a des choses négatives aussi. Je suis en partie d'accord avec ce qu'il dit. Le bio, c'est bien parce que il peut y avoir des choses bien par rapport à la gestion et on peut arriver à trouver des méthodes de travail, des facilités de travail qui peuvent justement essayer de préserver une qualité de vie. Justement, à l'école, on vous sensibilise à ça? Au fait d'apprendre à pourquoi pas utiliser un produit plus naturel, d'un pesticide? Pas plus que ça, c'est pas encore dans les mentalités, on est dans la consommation, mais on n'est pas encore jusqu'à la formation. Mais ce que je revenais au bio, faut quand même, ce qu'on nous demande aussi en tant qu'agriculteur, c'est de produire pour donner à manger aux autres. On veut bien produire de la qualité et essayer de produire un maximum de qualité, mais il faut aussi produire pour faire de la quantité. Pour ça, il faut arriver à trouver un juste milieu, à faire de la quantité tout en gardant de la qualité. Éric Bellinguer le disait, Antoine Audebert, vous seriez prêt à payer plus parce que ça coûte cher en fait de se nourrir si on veut privilégier de la très bonne qualité. Là-dessus, je suis assez. C'est-à-dire que je pense qu'il va falloir qu'on retourne à des fondamentaux, c'est-à-dire payer l'alimentation aussi au prix qu'elle coûte réellement. C'est-à-dire que ça dérange personne de payer 30 ou 100 euros de téléphone par mois ou d'internet, etc., qui sont des dépenses aujourd'hui qui sont devenues essentielles. Mais par exemple, ça va nous gêner de payer un steak 3-4 euros. Voilà. Donc c'est vrai que je pense qu'il va falloir aussi que le consommateur se recentre par rapport à ses dépenses et se responsabilise par rapport à ça. Et se rendre compte qu'il y a un coût derrière tout ça. En revanche, est-ce qu'on ne peut pas imaginer aussi que ce système, c'est-à-dire que vous produisez à un coût, on vous l'achète moins cher que ce coût-là, vous avez des subventions, est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'on remette un peu de raison dans ce système-là, où vous vendiez à un prix juste, peut-être dans des quantités moindres, mais au moins un prix juste, ce qui permettrait à la fois de sauver la filière, et aussi de sauver la filière et de répondre aux critères environnementaux sur lesquels... Réponse? Oui. Alors, il va falloir faire un tout petit peu d'histoire, même si je ne suis pas très calé pour ça, pour pouvoir répondre. Mais d'abord, et en préambule, c'est certain que je pense, on pose la question à n'importe quel agriculteur ou éleveur, c'est clair et net, il préférerait vivre de ce qu'il vend et de ce qu'il fait plutôt que des aides. Alors, petite parenthèse, aide publique que l'on perçoit, c'est vrai, mais qu'on redistribue très largement autour de nous, que ce soit plutôt à l'aval de notre exploitation, à l'amont ou autour. Donc ça, c'est une première chose. Donc l'agriculture, effectivement, elle s'est mise pour produire beaucoup. C'était une volonté de la société, on va dire, dans les années 70, où clairement la France a dit à ses agriculteurs, on veut se nourrir, pas dépendre des importations pour ça, et aussi on veut que ça soit le moins cher possible pour pouvoir commencer à profiter des congés payés, ainsi de suite. Donc les agriculteurs ont relevé ce défi. Et ils ont produit, les prix ont baissé. Et puis les premières crises sont arrivées, donc je sais pas, années 80, mettons, c'est un peu à la louche tout ça, mais l'esprit est là. Et donc les paysans ont commencé à plus pouvoir vivre de ce qu'ils faisaient, quoi. Alors il y a eu un soutien public, parce que voilà, c'est une volonté politique en Europe de maintenir des paysans dans nos campagnes pour toutes les raisons qu'on a évoquées, l'aménagement du territoire, de nourrir la société, ainsi de suite, quoi. Alors aujourd'hui, on est à cheval, quoi. Ce système d'aide, on le conservera, j'espère, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas faire sans. Comment, sous quelle forme? Et puis surtout, oui, il faut qu'on travaille tous à ce qu'on puisse vendre nos produits ce qu'ils valent, c'est certain. Alors justement, Éric, bien produire pour bien manger. En général, les Français sont de plus en plus attentifs à ce qu'ils mettent dans leur assiette. Mais qu'en est-il des nouvelles générations? Nous sommes allés poser la question à des étudiants de la faculté de lettres de Limoges. Regardez ce qu'ils nous ont dit. Ici, je mange beaucoup de pâtes, des sandwichs,
du salade. Pas mal de produits de du fromage, un peu de saucisson, beaucoup de saucisson. Je vis chez mes parents, donc on essaye de faire en sorte de manger équilibré. Parce que des fois, au russe, ce n'est pas très facile de pouvoir bien équilibrer nos repas. Votre budget alimentation pour le mois en étudiante, est-ce que vous l'avez calculé? Jamais, non. Ben non. Je mange souvent au Quick, au McDo, kebab. Mais sinon, non, je fais pas vraiment de budget pour le mois. Est-ce que vous seriez prêt à payer plus, mais à manger mieux? Ah ben, déjà, je suis assez concerné par le truc parce que mes deux parents sont agriculteurs viande. Donc oui, effectivement, si on nous en donnait les moyens, mais là, actuellement, au prix de la viande, non. Oui, moi je fais attention, oui, c'est un peu plus militant et plus responsable. Je pense que la folie du bio en ce moment, c'est un peu n'importe quoi. C'est, bio ou pas, c'est... D'accord, il y a la question des OGM et tout ça, mais j'ai vu le prix des trucs bio qu'on trouve dans les grandes surfaces. Vaut mieux pas manger bio, je pense. Si j'avais un budget plus important, je me ferais ce plaisir de me dire ouais, je mange bien. Ouais. Mais là, je peux pas. Il faudrait qu'on essaie de sauver ça, la chance qu'on a d'avoir des très bons agriculteurs. On va parler environnement maintenant. Agriculteur pollueur, une réputation qui vous blesse, qui vous gêne? Non, oui, certainement, parce que toute activité humaine pollue, donc nous comme les autres. Mais enfin, à partir du moment où vous sortez de chez vous, même en restant chez vous d'ailleurs, malheureusement on pollue. Donc l'agriculteur, comme tout le reste, comme toutes les autres professions et le reste de la société, doit se pencher sur ces problèmes-là, c'est certain. Mais bon, bien sûr, nous, on travaille avec la nature, c'est notre matière première. Alors c'est peut-être plus visible, mais on n'est pas seulement pollueur. Non, c'est faux. C'est faux. Quel est votre sentiment là-dessus, Philippe, Antoine? Par rapport sur cette réputation agriculteur pollueur. Moi, je pense qu'on est potentiellement tous des pollueurs en puissance, quoi. Et au contraire, moi, je pense que voilà, l'agriculteur il a une sensibilité par rapport à la nature que l'urbain n'a pas, quoi. Ou alors vraiment voilà, au travers des produits. Mais bon, c'est plus tellement sensibilisé à l'environnement. Moi, j'ai plutôt tendance à pas. Je vois ça comme un phénomène de mode plus qu'autre chose, quoi. Et finalement, les gestes, comme on dit tout à l'heure, c'est vrai que la téléphonie, l'Internet, tout ça, alors, on ne fait pas attention, mais c'est des choses qui sont maintenant ancrées dans notre quotidien et qui polluent 10 000 fois plus, quoi. Parce qu'il n'y a pas que la pollution environnementale, il y a aussi la pollution qui peut polluer notre sensibilité à des problèmes graves. Et je crois que la pollution, c'est pas que la nature, c'est aussi la pollution visuelle. Moi, je connais un peu ça, par la publicité, la pollution sonore, enfin, il y a vraiment plein de choses et on se concentre là-dessus. Moi, je crois que c'est un faux débat quelque part, quoi. Antoine Audebert, faux débat? Mais c'est toujours un peu compliqué, mais non, ce qui est évident, c'est qu'il y a eu des intrants nouveaux de par la volonté de produire beaucoup plus des intrants, tout ce qui va être engrais, en fait, qui étaient issus de l'industrie pétrochimique, en fait, qui étaient là pour favoriser le rendement à l'hectare, qui malheureusement ont pollué les sols. Mais en fait, je dirais que c'est les agriculteurs qui sont les premières victimes de ça, parce qu'il y a un appauvrissement du sol, il y a une pollution de l'eau qui directement les impacts directement. Donc c'est évident qu'il y a une réflexion à faire, notamment au niveau de ces engrais, je pense, de mon point de vue en tous les cas. Après, au niveau pratique, peut-être que c'est compliqué. Mais voilà, je pense déjà que c'est les premières victimes de ça, qu'il ne faut pas leur jeter la pierre, effectivement, parce qu'il y a beaucoup d'autres secteurs polluants et qu'eux ont aussi cet apport de structuration des territoires et de préservation du patrimoine, mais que les réflexions au niveau des engrais chimiques qui paraissent une aberration, hein, pour moi, on met du pétrole dans le sol pour, a priori, le rendre plus viable. Il y a des... Martin, les engrais chimiques, c'est d'abord et avant tout pour la plante. On essaye de la mettre, après analyse de sol, quand les engrais ont été mis, si on l'a mis à une bonne période par rapport au stade de la plante, on arrive à très peu de rejets et très peu dans le sol. Comme ça, c'est nouveau, ça, cette réflexion sur le d'aller regarder dans le sol après qu'est-ce qu'il y a, c'est nouveau. Mais on remarque quand même que la plante absorbe beaucoup. Donc après, ça va dans les fourrages et on retrouve peu de pollution après dans le sol. Alors, cette émission va bientôt se terminer. Il nous tenait à cœur de vous poser à tous la même question. Si demain, on va commencer avec vous, Eric, si demain votre enfant décide de devenir agriculteur, alors vous réagissez comment?
Vous lui dites bon courage? J'en suis pas du tout encore là. Mais déjà, on va essayer de continuer à être un agriculteur, si possible un bon. Et puis oui, il faudra des agriculteurs dans l'avenir. Il faudra des éleveurs, j'en reste persuadé. Donc vous êtes confiant? Parfois inquiet, mais il va bien falloir nourrir nos concitoyens. Donc il y aura des agriculteurs et des éleveurs, c'est sûr. Vous aussi, Martin, même si je vous force à vous projeter dans l'avenir, dans quelques années, est-ce que vous pensez que vous seriez heureux que votre enfant vous dise je vais être agriculteur comme toi, papa? Déjà, on verra. On ne sait pas vraiment que sera l'agriculture dans 50 ans, même si un peu plus tôt. Mais c'est à nous maintenant, jeunes, de former, de réfléchir à l'agriculture que sera demain. Et oui, il en faudra des agriculteurs. Mais si vos enfants vous disent non, papa, c'est trop dur, je veux pas assumer, je t'ai vu travailler comme un fou toute ta vie, je veux pas. C'est leur choix. Comprendriez. Mais il en faudra. Et de votre côté, Antoine? Comme le disait très justement le grand-père d'Éric, il ne faut surtout pas démotiver les jeunes. Donc si la réflexion par rapport à l'amène à ce métier-là, ce sera un grand soutien. Je pense malheureusement que je n'aurai pas autant de retours. Je ne pourrai pas l'aider au niveau pratique, quoi. Donc ce sera un soutien moral, financier si nécessaire. Voilà, il n'y aura pas de préjugés négatifs, en tout cas par rapport à cette démarche, au contraire. Et comme ça, vous pourrez aller faire régulièrement un tour dans l'exploitation. Vous avez déjà pris le pli avec Éric Belinguer. Avec plaisir, c'est gentil. Vous allez devoir acheter des bottes par contre. Hein. Oui, j'investirai. Vous aussi, votre avis là-dessus, si vos enfants Moi, j'ai vous une disent... petite fille, elle a déjà des bottes, donc je pense qu'elle peut se lancer. En tout cas, je la retiendrai absolument pas. Et je constate, j'ai appris beaucoup de choses encore aujourd'hui, et je constate que c'est un métier qui véhicule des vraies valeurs, et je trouve que c'est vraiment intéressant dans un métier d'avoir ces atouts-là. Et effectivement, oui, si elle a envie, je la retiendrai pas, surtout pas. Et si elle veut se marier avec un agriculteur? Aucun problème. Aucun problème. Aucun problème. Écoutez, merci beaucoup. C'est terminé. Merci à vous quatre, à vous six même d'ailleurs, d'y avoir participé. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet france3.fr. Dans un instant, vous retrouvez Cécile Gauthier pour Ma vie est une aventure, et une émission qui porte aujourd'hui bien son nom car vous découvrirez le parcours hors du commun de Philippe Croizon. En 1994, il a été amputé des 4 membres et malgré ce handicap, il va traverser la Manche à la nage. Un récit donc à ne pas manquer. Très bonne journée sur France 3 et merci de votre fidélité.